qui était, on ne peut plus classique, hein. Tu as de la fièvre, tu prends quelque chose pour ne plus avoir de la fièvre, tu tousses, tu prends un antitoussif, enfin voilà, tu prends des antiviraux, voilà, tu es malade, tu vas voir le docteur, tu prends un médicament. C'était vraiment le parcours classique. Et mes parents, à ce niveau-là, ils étaient pas. Ma mère, elle faisait un peu d'homéopathie, mais comme on bricolait de l'homéopathie, enfin voilà, je suis vacciné, tous les vaccins, voilà, aucun problème de ce côté-là, j'étais vraiment dans le rang normal. Le fait qu'il m'ait donné des grosses doses, je m'en suis rendu compte parce qu'une fois, je suis allé renouveler mon traitement chez un pharmacien de Montpellier. Et la personne m'avait vu plusieurs fois et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez pour un traitement pareil? Et donc je lui explique. Et elle me dit, vous savez, je crois que c'est quand même un peu surdosé. Puis elle me dit, mais vous le vivez comment? Je lui dis, j'ai plein de troubles digestifs, j'ai mal au ventre, je digère plus rien et tout. Elle me dit, non mais allez voir votre médecin, il y a un problème. Là, elle me dit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dosé. Et suite à ça, je me souviens que j'ai traversé pour la première fois de ma vie une vraie période de dépression. Mais vraiment de dépression profonde. Alors moi, sur le coup, je l'ai mis sur le compte de ma rupture précédente, du fait que j'étais un peu en recherche, j'avais pas vraiment d'activité, j'avais pas vraiment de métier. Puis, c'était pas encore une période où il y avait Internet qui était très développé. Donc, quand tu sortais un peu du milieu professionnel pour faire des amis, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, donc tu étais un peu paumé, quoi. Si tu avais les amis que tu avais dans le cadre professionnel, mais si tu travaillais pas, voilà, c'était compliqué. Et maintenant, il y a de plus en plus de recherches qui lient les états de l'humeur, les états dépressifs, à une dégradation du microbiote intestinal. Donc je pense que c'était simplement que cette antibiothérapie, elle a shooté une bonne partie des bactéries que j'avais dans les intestins. Ça s'était traduit sur l'instant même par vraiment des gros troubles intestinaux, et puis ensuite par cette espèce de manifestation symptomatique au niveau psychique. En tout cas, mon état de santé psychique s'est aussi dégradé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à perdre du poids de façon assez inexorable. J'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à avoir des états d'humeur qui étaient de plus en plus mal. Je me souviens d'ailleurs, en un moment même, comme je perdais du poids et que toute ma famille s'inquiétait, ça a été, il y a le diagnostic, enfin, tu vois, ouais, il n'est pas anorexique ou quelque chose comme ça. Et je me souviens, j'ai accepté parce qu'on mettait tellement la pression. Je suis allé faire un séjour dans un espèce de centre pour personnes anorexiques qui était du côté de Toulouse. Et je me suis fait foutre dehors du centre parce qu'en fait, je mangeais les assiettes des filles qui voulaient pas manger, quoi. Donc je disais, moi, je suis pas anorexique. En fait, je mange, mais tout ce que je mange, en fait, ça me traverse et je comprenais pas. Donc j'ai d'abord commencé un parcours dans la médecine classique. Je me souviens, je suis allé à l'hôpital de Purpan de Toulouse. Ils m'ont fait coloscopie, enfin voilà, tous les examens classiques. Après, je suis passé à la Médipôle à Perpignan, qui était aussi un hôpital un petit peu de référence, une clinique de référence. Pareil, différentes analyses et tout, des gastro-entérologues. Il y en avait qui parlaient de psychosomatisme, voilà, que j'étais pas bien dans ma tête et ainsi de suite. Moi, ça faisait pas sens pour moi et puis j'allais pas bien. Donc après, j'ai commencé à chercher dans le cadre des soins un peu alternatifs. J'allais voir différents courants, médecine, je me souviens, médecine anthroposophique, médecine naturopathique, des acupuncteurs, des homéopathes. J'ai même fait des choses sur le plan plus psychologique. Je sais pas si ça te parle, des trucs comme la constellation familiale, décodage biologique. Tu as peut-être entendu parler de ça? Voilà, bon, j'en ai fait pas mal. Je cherchais, je voyais vraiment, enfin, tu vois, j'étais en train de perdre du poids, je sentais mon énergie qui s'effondrait, j'avais pas le moral, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose excuse-moi l'expression, qui déconnait, quoi, tu vois. C'est pas, enfin, tu vois, j'étais entre mes 25 et 30 ans. C'est un moment où tu es en pleine forme, et là, d'un seul coup, je commençais à vraiment me traîner. Tu t'es senti abandonné par les équipes médicales à ce moment-là? En fait, j'avais toujours l'impression que c'était des espèces de remèdes à la petite semaine qu'on me proposait. C'est-à-dire que j'avais rarement l'impression que la personne prenait vraiment l'intensité de ce que je vivais. Moi, je leur disais, en fait, j'ai mal au bide. La sensation que j'avais, je leur disais, moi, chaque fois que je mange, pendant 2 heures, j'ai l'impression que j'ai un coup de poignard dans le ventre et je voudrais juste avoir une fermeture éclair. Je leur disais, je voudrais avoir une fermeture éclair et vider mes tripes, quoi, parce que c'est insupportable. J'ai des douleurs. Ils me disaient, non, mais c'est votre anxiété qui cause vos maux de ventre. Et moi, intuitivement, déjà à l'époque, je disais, non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que je suis mal dans ma tête parce qu'en fait, je suis très mal dans mon ventre. J'avais pas de connaissance. Et après coup, je dirais que je pense que c'était vraiment la vraie raison. L'été 2007, en juillet 2007, je pèse à peine un peu plus de 30 kilos pour 1m75. Là, j'en fais 62 ou 63. Je suis pas un bodybuilder. Donc, tu prends la moitié, sauf que je fais pas la moitié de la taille. Donc, vraiment, c'est effrayant. C'est vraiment, tu vois, quand tu vois les images, voilà, comme concentration et choses, voilà, c'est cachexie totale. Je suis quasiment devenu impotent, je peux plus marcher, j'ai plus de muscles, j'ai plus rien. J'ai mon système cardiaque qui commence à lâcher. Je peux pas, c'est pas diagnostiqué parce qu'à ce moment-là, j'ai complètement quitté le circuit médical parce que je sens que ça n'apporte rien, donc je suis un peu en freestyle par moi-même. Je tente des trucs, j'entends déjà parler de changements alimentaires, choses comme ça. Donc j'essaye. Le problème, c'est que je me rends compte que je suis tellement épuisé que j'essaye des trucs pendant 2-3 semaines. Je m'attends à l'espèce de miracle où je vais me réveiller un matin, j'aurai des muscles, je serai bronzé, je serai blanc, je ferai du surf, et puis c'est pas du tout ça.
Donc, j'abandonne très rapidement. Donc, je saute d'un truc à l'autre au gré des modes, au gré des rencontres. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais essayer ça », j'essaye. Mais tu sais, je suis tellement épuisé qu'en fait, j'ai pas de continuité, quoi. Donc, en fait, j'ai pas de résultat. Fin juillet, je fais ce que je pense être un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, vraiment, j'ai mon cœur qui s'arrête. Je vis ce que, bien des années après, certaines personnes ont qualifié, m'ont aidé à qualifier de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que mais alors, ça a été marrant, c'est la première fois où je me suis fait la réflexion, en fait, que je ne suis pas que mon corps. En fait, pour te dire, j'étais arrivé chez un ami, j'étais épuisé, j'avais froid, c'était en plein été, j'étais gelé littéralement. Moi, je vivais dans mon camion, j'avais pas de baignoire, et chez cette personne, il y avait une grande baignoire. Donc moi, j'ai dit, je vais me faire un bain chaud. Sauf que, voilà, je connaissais pas vraiment les règles de base de la physiologie. Je me fais couler un bain bouillant, bouillant, bouillant. Je rentre dedans et la sensation que j'ai, c'est comme si j'étais parti dans un toboggan. C'est whoop. Et là, je me voir dans le bain. Voilà. Et je me souviens, dans mon souvenir, alors je sais, ça fait un peu perché, mais réellement, c'est ce que j'ai vécu, que certains qualifient d'une expérience de sortie de corps, ainsi de suite. Je suis sorti, je me suis baladé, je me souviens même que je suis sorti de la porte. Donc c'est là où j'ai réalisé que j'étais plus moi. Et j'ai vu les personnes qui m'accueillaient, qui étaient dans le jardin à côté, mais sauf que voilà. Et puis à un moment, je pourrais pas te dire exactement comment ça s'est passé, je me suis vu revenir. Et là, le souvenir que j'ai, c'est j'arrive à appuyer sur le robinet d'eau froide, avoir un jet d'eau froide qui me tombe dessus, j'arrive à me faire rouler sur le côté. Et puis là, j'arrive à reprendre mes esprits et ça remonte. Voilà. Mais mon cœur est en train de lâcher. Objectivement, je sens que vraiment mon cœur est en train de lâcher. Je sais plus quoi faire à ce moment-là. Je sens que j'ai perdu pied complètement. Et mon dernier réflexe, c'est d'essayer de retourner chez mes parents. Je me souviens même, c'est pas pour faire un côté violent, hein, mais j'avais un camion, j'avais un fourgon, c'était un Fiat Ducato à l'époque, qui était haut. Enfin, un fourgon, c'est haut pour y monter. Et pour moi, c'était un calvaire de grimper dans mon camion. C'était extrêmement compliqué. Et j'avais si peu de force que je n'arrivais pas à passer les vitesses. Donc j'ai fait tout le chemin retour en troisième ou en quatrième, je me souviens pas. C'était un moteur qui avait beaucoup de couple, donc ça me permettait de m'arrêter quasiment, puis de redémarrer à l'embrayage. Donc je sais pas si je l'ai fait en troisième ou en quatrième, je me souviens pas. Et j'ai une petite anecdote comme ça. Moi, je suis arrivé dans une station-service, il fallait que je fasse le plein. Et je savais pertinemment que si je descendais de mon camion, il y avait un risque que je n'ai pas la force d'y remonter. Donc je me souviens, j'ai essayé d'appeler quelqu'un en baissant la vitre. Et il y a quelqu'un, je me souviens, qui m'a fait le plein, mais qui m'a demandé 50 € pour ça. Je l'ai encore comme ça, parce que vraiment, qui a profité de ma misère, mais bon, peu importe. Mais je suis arrivé chez mes parents, je me suis littéralement effondré, je suis tombé dans les bras de mon père. Et puis voilà, je me souviens, les premiers jours, il dormait à côté de moi, et puis il a appelé un médecin très rapidement, et le médecin, qui était le médecin de famille de mes parents, m'a vu complètement affolé. Il dit, mais il est dans un état, il est en train de mourir, votre fils. Il a confirmé qu'il y avait des problèmes. Je crois qu'il a pris mon rythme cardiaque et tout. On n'a pas fait un électrocardiogramme à ce moment-là, mais je pense que simplement au stéthoscope, il a dit c'est le BORDEL total au niveau de son rythme cardiaque, ça craint, il va y rester. Donc il a persuadé mes parents de m'amener à l'hôpital. Mais moi, dans ma tête, ce que j'ai entendu, c'est qu'il va à l'hôpital pour y rester. D'ailleurs, il l'avait dit à mes parents, il dit, il finit pas la semaine, quoi. Votre fils, je l'avais entendu. Et le lendemain matin, je dois partir pour l'hôpital. Et alors, bon, je te fais la version un peu... C'est marrant parce que parfois j'ai honte de le raconter parce que ça fait vraiment une espèce de discours évangélique, tu vois, mystique, mais en même temps, c'est réellement comme ça que je l'ai vécu. Je me souviens, il y avait un ami la veille qui m'avait amené une corbeille de fruits, et dans ces corbeilles de fruits, il y avait une mangue qui sentait bon. Et j'ai pris cette mangue et je me suis dit, bon voilà, je vais la manger parce que après je vais à l'hôpital, je connaissais les plateaux repas de l'hôpital et puis j'y vais pour crever. Donc c'était la fin. Et en même temps, je ne me voyais pas rester chez mes parents, je voyais pas d'autre solution. Et je sais pas, au moment où j'ai pris cette mangue, c'est un peu comme si on avait téléchargé un programme en moi. Mais un truc, tu sais, comme ça m'est tombé dessus. C'est pas le fruit d'un raisonnement intellectuel, ça m'est tombé dessus. Ou alors, si c'était le fruit d'un raisonnement intellectuel, c'était quelque chose qui était souterrain en moi, tu vois, un peu inconscient et qui d'un seul coup a émergé. En fait, l'idée qui est venue, qui peut paraître tout con dit comme ça, c'est t'étais un gamin qui était en pleine santé, qui était joyeux, qui était plein d'énergie. Donc on va pas me dire que mon état actuel c'est lié à ma génétique, c'est pas un problème génétique. Maintenant, t'es un espèce de zombie à 33 ans qui est déprimé, qui est cachectique, qui peut plus se porter, qui se fait pipi caca dessus littéralement. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a un bug, quoi. Tu vois, normalement, à 33 ans, tu es en pleine force de l'âge, tu commences à avoir des enfants. Enfin, tu vois, c'est le moment où tu envoies, quoi. Et moi, ma vie est une catastrophe, littéralement. Et ce qui est monté, tout simplement, c'est, t'as fait des choix.
Tu as choisi. Et tu as fait des choix, et ces choix t'ont conduit là où tu as été. Et l'idée qui était associée à ça, c'est, mais si tu fais des choix différents, ça pourrait redémarrer. Alors voilà, ça paraît tout con comme ça. Mais c'était quoi ces choix pour toi? C'est Ben, quoi, c'est quoi les mauvais choix? les mauvais choix. C'est là où ça s'est S'il y en a. développé. Pardon? S'il y en a. Oui. Si tu penses que tu as fait des mauvais choix. Oui, je pense que j'ai fait des mauvais choix. Je pense que j'ai fait des mauvais choix. Alors à l'époque, parce qu'en même temps, je te dis, c'est presque comme si c'était tout un programme qui s'était téléchargé. J'ai vraiment vu 2 points principalement. En tout cas, à l'époque, c'est vraiment les 2 points qui m'ont sauté aux yeux et sur lesquels j'ai agi immédiatement. Ma relation avec les autres. Parce qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je m'affaiblissais, au fur et à mesure que j'étais malade, j'ai adopté un comportement qui était de plus en plus égoïste, centré sur moi. Je pense que j'avais simplement peur et biaisé. Biaisé vraiment. Je me souviens avoir vraiment eu des comportements qui étaient inacceptables vis-à-vis de gens qui m'avaient fait confiance. Mais je pense vraiment que la dégradation de tout mon état physique avait conduit à des espèces de biais de fonctionnement au niveau cognitif qui fait que j'étais devenu pas une bonne personne, quoi, globalement. Alors, je suis pas le parfait salaud, je n'étais pas une ordure, hein, mais pas quelqu'un vraiment de... En tout cas, dans l'instant, ça m'a écrasé. Le poids de toutes les sales coups que j'avais fait à des tas de personnes m'a écrasé, avec immédiatement l'idée, faut vraiment que tu fasses la liste de toutes les personnes vis-à-vis desquelles tu as eu des comportements qui étaient inadéquats, que tu as trompé, à qui tu as volé des choses. Il y avait une espèce de kleptomanie qui s'était développée en moi. Alors maintenant, je sais, pour avoir étudié ces phénomènes, qu'une dégradation forte, par exemple, du microbiote intestinal peut conduire à ce genre de comportement. Maintenant, on associe des comportements maniaques, répétitifs, de type TOC, kleptomanie, au développement de certaines bactéries dans les intestins. Maintenant, c'est assez connu. Donc, moi, ça me permet de ne pas dire, ouais, c'est pas de ma faute, c'est la photobactérie, tu vois. Mais j'ai fait une espèce de liste de toutes les personnes avec qui j'avais eu des comportements biaisés. Et vraiment, ça peut paraître bête, mais j'avais vraiment la certitude que si je commençais à contacter chacune de ces personnes et à lui demander pardon, à lui présenter mes excuses, enfin, tu vois, à essayer de réparer les trucs, ben, ça allait changer pour moi. Et j'ai changé ça et j'ai changé mon alimentation. Parce qu'il se trouve que j'avais des amis proches. En fait, comme j'avais été enseignant, j'avais rencontré des personnes quelques années avant, avec qui j'avais beaucoup sympathisé. Ils avaient un fils qui était handicapé et j'avais été son précepteur. J'étais un peu à la rue, j'étais un peu sur la route. Il m'avait dit, écoute, si tu veux, on t'héberge, on te donne un peu d'argent et tu t'occupes de notre fils qui est handicapé, qui ne va pas à l'école. Alors, j'avais une bonne relation avec leur fils. Et ces personnes mangeaient tout cru. Moi, je me souviens à l'époque, je les avais regardés, c'est quoi ce délire, quoi, de manger tout cru. En plus, ils mangeaient tout cru, mais ils avaient une pratique alimentaire qu'on appelle l'instinctothérapie, qui consiste à manger les produits tout crus en les sentant. Tu vois, c'est à l'odorat que tu détermines ce qu'il te faut. Donc moi, j'avais participé à des repas avec eux, où je les voyais avec leurs cagettes de légumes et de fruits, en train de sniffer leur truc. Et je t'avoue que je regardais ça, je me disais, c'est totalement pareil, quoi. Voilà. Mais eux m'avaient dit, non mais tu sais, il y a des tas de gens qui ont essayé cette méthode alimentaire, qui ont guéri des trucs super graves, des cancers, Et au moment où j'étais le plus bas, ils m'ont passé un livre qui présentait la méthode. Et le livre racontait énormément d'anecdotes de personnes qui visiblement étaient dans le même état que moi. C'était un livre très bien écrit, qui donnait de l'espoir d'une certaine manière. Et j'ai sauté à pieds joints dedans. Je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu. Franchement, je ne vais pas mourir de faire l'expérience. J'avais plus aucun frein et j'ai fait l'expérience. Et voilà les 2 facteurs que j'ai modifiés. Mais ça a été les outils. Ça n'a pas été le moteur. Il y a quelque chose qui a basculé avant. Et c'est cette espèce de conscience que ce que je vivais n'était pas le fruit du hasard, n'était pas le fruit de la mauvaise chance, n'était pas le fruit d'un Dieu vengeur, était simplement le fruit de choix que j'avais posés consciemment ou inconsciemment. Et que d'un seul coup, il y a une espèce de conviction que oui, je pouvais revivre. Je te dis, ce matin-là, j'étais destiné à partir à l'hôpital pour y mourir. Les médecins avaient dit, mes parents, là, il faut vraiment que vous l'ameniez à l'hôpital, il va mourir à la maison, quoi. Et mon père est rentré quelques minutes après pour venir me chercher, pour me conduire à l'hôpital. Et là, j'ai dit à mon père, papa, je ne vais pas partir, j'ai compris, tu vas m'aider, je vais m'en sortir. Ok, on va poser la question à nos passants aujourd'hui s'ils connaissent ClubFit pour faire des économies sur leur forfait internet. Ma mère est rentrée quelques minutes après, et ma mère est rentrée comme une maman, quoi. Tu vois, elle était affolée, son fils allait mourir, c'était vraiment... Et mon père lui a dit qu'il allait s'occuper de moi, que j'allais rester là. Et ma mère a pété les plombs. Elle a dit, c'est pas possible, il va mourir. Et mon père a fait un truc assez incroyable. Il a dit à ma mère, écoute, maintenant tu fais ta valise, tu pars chez ton frère,
j'ai assez à faire avec mon fils, j'ai pas à gérer 2 personnes, je te donnerai des nouvelles, mais là, globalement, il lui a dit, tu me fous la paix et tu me laisses m'occuper de mon fils. Et après coup, j'ai dit à mon père, mais qu'est-ce qui a fait que t'as cru à mon délire, tu vois, parce qu'on aurait pu dire, le mec, il est mourant, il a son cerveau qui est en train de vriller complètement, il croit qu'il va s'en sortir par lui-même et tout. Et mon père m'a dit, j'ai vu dans tes yeux une lumière que j'avais pas vue depuis des mois, voire des années. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a vraiment eu cette espèce de conviction que ce que j'avais vécu n'était pas inéluctable et que la guérison était possible. Et comment tu l'expliques alors, cette flamme? Est-ce que tu peux l'expliquer de manière spirituelle peut-être? Moi, vraiment, ce que j'ai vécu, tel que je le vis maintenant, le souvenir que j'en ai, c'est qu'au moment où j'ai pris cette mangue, alors c'était pas la mangue magique, elle n'avait aucun pouvoir par elle-même. Pas le fruit sacré? Non, c'était pas le fruit sacré, non, je sais pas de faire ce coup-là, parce que sinon on va faire la mangothérapie, non, c'est pas ça, bien que j'adore les mangues et que c'est un très bon fruit. Mais le souvenir que j'en ai, c'est que c'était au petit matin, j'étais dos à une petite fenêtre qui était dans l'endroit où j'habitais, qui était un petit cabanon à l'arrière du terrain de chez mes parents, et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que toute la lumière de l'extérieur baignait l'endroit, la petite pièce où j'étais. Vraiment, je vois la manifestation d'une grâce. Si on parle spirituellement parlant, je vois la manifestation d'une grâce. La grâce, c'est ce qui m'a été défini plus tard comme du domaine de la grâce, c'est-à-dire pas quelque chose qui se produit parce que c'est une succession rationnelle, pas qui est du domaine de l'effort de la personne, pas qui est du domaine de la mérite de la personne, le truc qui arrive spontanément, sans lien de causalité avec ce qui a été précédent et qui survient comme ça. Et je parle d'autant plus facilement de ce terme de grâce que vraiment, dans ma tête, c'est comme si tout avait été retourné complètement. Tu vois, c'est fou. Il y a eu un retournement complet à 360 degrés. Là où je pensais que j'étais foutu, d'un seul coup, c'est comme si j'étais déjà guéri. J'ai parlé à mon père en disant non, mais t'inquiète pas, c'est bon, c'est gagné. Et je dirais que à l'instant dans ma tête, j'étais déjà guéri. Après, il a fallu le temps que le corps manifeste cette guérison au travers de ce que j'ai mis en place, mais dans ma tête, j'étais déjà guéri. Et ça, c'est important par rapport à tout le travail que j'ai fait par la suite, parce que souvent, je dis aux gens dans les vidéos, le job que je m'assigne le plus, c'est pas tant de vous dire ouais tu dois manger ceci et cela, parce que déjà premièrement je pense pas que ça soit possible de savoir ce que l'autre doit manger ou doit faire pour retourner vers la santé. Mon job principal, c'est vous redonner l'espoir que oui c'est possible, quel que soit votre état de santé, quel que soit votre parcours précédent, quel que soit l'enchaînement, succession des choses que vous avez pu vivre et qui vous font penser qu'actuellement votre état il est coincé, il est chronique, il est foutu et que vous êtes condamné, ben, c'est de vous dire en fait moi je crois pas. Et pour reprendre une espèce de petit adage qu'on cite tout le temps, qui est souvent vidé de son sens, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si vous êtes encore vivant, je suis le témoignage, et maintenant je le comprends physiologiquement parlant, parce qu'après ce que j'ai vécu, j'ai essayé de mettre de la rationalité sur ce que j'avais vécu d'un point de vue physiologique, de dire, mais même s'il y a une toute petite parcelle de vie en vous, je suis persuadé qu'elle peut redémarrer. À partir du moment où on lui donne les bons soins, qu'il n'y a rien qui soit fichu, il n'y a personne qui soit définitivement condamné, il n'y a personne qui soit maudit d'une certaine manière. Et ça, je pense que dans mes vidéos, c'est surtout ce qui a beaucoup touché les gens. En tout cas, dans les témoignages des personnes, il y a beaucoup de gens qui me disent « J'ai trouvé tes vidéos à un moment de ma vie où j'étais désespéré, souvent en lutte avec une symptomatologie chronique qui ne va pas de mieux en mieux, au contraire, qui se dégrade de plus en plus, des gens qui se disent « Punaise, je suis... » Enfin, voilà, il n'y a pas de solution. Et là, ils me disent, on croise une de tes vidéos, et au travers de ce que tu nous expliques, au travers de ce que tu nous présentes du fonctionnement du corps humain, on a croisé ton espèce d'enthousiasme et ta foi dans le vivant, ta joie jubilatoire à parler de tout ce que le vivant pouvait faire pour nous à partir du moment où on lui donnait les bonnes conditions, on se mettait dans la bonne orientation. Et ça m'a redonné espoir. Et à partir de ce moment-là, je suis reparti sur un chemin vertueux de santé. Et ça, ben, ça me fait vraiment plaisir parce que ça a tendance à me fatiguer, tu vois, quand on dit, ouais, Thierry Casasnovas, ouais, les jus de légumes et tout. Je dis, mais les jus de légumes, c'est un outil de ta boîte à outils. Alors oui, c'est facile, c'est symbolique, ça parle aux gens et tout, mais en fait, les jus de légumes, quelque part, je m'en fous. C'est pas mon problème, quoi. C'est juste un moyen. Ça peut être un moyen. Pour certains, ça ne peut pas l'être. Mais pour bon nombre de gens, ça peut être un moyen, mais qui est
pas absolument nécessaire. Mais le plus important pour moi, c'est de reprendre cette confiance dans la vie. Et actuellement, à notre époque, je trouve qu'elle est vraiment battue en brèche. C'est-à-dire qu'on nous apprend que nos corps sont faibles, qu'ils sont dépendants de tas de substances. On te dit qu'il y a des tas de maladies qui traînent et que si t'es pas vacciné, ben ton corps, il va pas arriver à s'en sortir par lui-même. Il y a une perte de confiance dans le vivant. Il y a un rejet aussi de notre nature vivante. On n'est pas comme on voudrait l'être. Alors là, on te propose de la chirurgie esthétique, transformatrice. On dit, ouais, tu peux être autrement que ce que tu es. On n'a plus confiance dans qui on est et on rejette qui on est. Et moi, je suis là pour dire au contraire, non, embrassez réellement qui vous êtes. Parce qu'en fait, votre vie est frustrante parce que vous n'exprimez, on est loin d'exprimer le potentiel de tout ce qu'on est réellement, de tout ce que la vie en nous peut nous permettre. Alors, on va chercher des espèces de subterfuges, on va essayer de se transformer extérieurement et ainsi de suite. Ce monde n'est pas structuré de manière aléatoire, il est structuré de manière extrêmement cohérente autour de principes et de lois. Et ces principes et ces lois, si tu les connais pas, tu as l'impression que c'est comme si tu jouais à un jeu dont tu connais pas les règles. Donc, de temps en temps, tu dis, ouah, des fois ça marche pas, des fois t'es heureux, des fois t'es pas heureux, des fois t'es en santé, t'es pas en bonne santé, puis tu comprends pas pourquoi. Et puis il y a le moment où tu découvres ces lois. À partir du moment où tu découvres ces lois, tu peux choisir de suivre les règles du jeu. Tu peux choisir aussi de ne pas les suivre. Mais à ce moment-là, tu vas en payer les conséquences. Mais tu n'es plus aveugle et un peu ballotté par les éléments. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager. C'est de dire aux gens, il n'y a pas d'aléatoire. Il n'y a pas d'aléatoire dans ce que nous vivons. C'est juste une question de choix et de conséquences de nos choix. La plupart de nos choix, et la plupart du temps, ils sont faits de façon inconsciente. Donc, il n'y a pas une notion de culpabilité. Mais par contre, il y a une question de responsabilité. Et ça, c'est des fois quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que quand je vais expliquer au travers d'une vidéo à une personne que son état de santé qui peut être extrêmement douloureux, extrêmement handicapant, mais c'est de sa responsabilité, immédiatement, la personne peut avoir un mouvement de rejet, dire « Non, attends, tu te fous de moi ?» C'est un peu difficile, tu vois, comme situation. Toi, t'es là, t'as l'autre qui est vraiment en train de souffrir et dit « Ouais, tu voudrais me faire gober que moi, je suis responsable. » Et souvent, ce que je leur dis, je dis « Écoute, il y a deux possibilités. Soit tu considères que tu es pas responsable. Donc effectivement, tu as cette charge de responsabilité qui n'est plus à porter. Par contre, si tu es irresponsable, il n'y a rien à faire. Tu ne peux rien changer à cette situation puisque tu n'as pas de responsabilité sur ce qui t'arrive. C'est quelque part la faute à pas de chance. C'est le malheur, c'est l'aléatoire. Soit tu considères que tu as une responsabilité qui n'est pas une culpabilité, et à ce moment-là, dans ce domaine de responsabilité, tu vas pouvoir exprimer tout ton pouvoir et changer les choses. Responsabilité égale capacité d'agir. Et vraiment, au travers de mon travail en vidéo, je veux montrer aux gens que dans leur vie, la grande majorité de ce qui est vécu sur le plan de la santé, mais même je parle au niveau vraiment de toute notre vie, est le fruit de choix et donc le fruit de notre responsabilité. De choix qui sont parfois inconscients, qui sont liés à notre culture, à nos habitudes, à nos transmissions, à ce que nous ont dit nos parents, à ce que nous a dit notre éducation, ok, mais à des choix. Et ce qui veut dire aussi de manière corrélée que tu peux le changer. Alors, on parlera santé et nutrition dans la troisième partie de cette interview, mais je voudrais qu'on rebondisse sur tes vidéos et comprendre en fait comment tu as été amené à créer, à lancer une chaîne YouTube et ce que tu en attendais en fait au départ. Après 2006-2007, où je modifie mon alimentation, je modifie mon état de santé, mon rapport aux autres et ainsi de suite, mon état de santé commence à s'améliorer. C'est-à-dire, j'arrête de me dégrader et je commence à remonter. D'accord ? Alors, ça a été laborieux, mais je commence à remonter. Donc, il y a un moment où je commence à m'intéresser, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vis un truc qui est, pendant 8 ans, 9 ans, je fais tous les hôpitaux du sud de la France, personne ne trouve ce que j'ai. Et à un moment, moi, en commençant à bouffer des carottes crues et en demandant pardon aux gens que j'ai blessés, eh ben, je commence à remonter, à gagner du poids, à retrouver de la santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Sur quoi ça se base? Et est-ce que ce que j'ai vécu est reproductible? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste propre à moi? Ou est-ce que c'est quelque chose que d'autres pourraient partager? Est-ce que ça vaudrait le coup que j'en parle? Tu vois, c'est la question. Et donc, je vais sur des forums d'alimentation naturelle et je commence à partager le fruit de mes recherches. J'échange beaucoup et je deviens sur ces forums une sorte de référence, entre guillemets, tu vois. Et donc, je commence à beaucoup parler, à beaucoup partager. Et en 2011, je me retrouve en voyage en Asie, en Thaïlande. Et là, spontanément, de manière très intuitive, un jour, je sens que il faut que je commence à partager tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai recherché, tout ce que j'ai compris. Il faut que je commence à le partager en vidéo. Donc, le 11 février 2011, je vais sur un marché j'étais à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Je me pose là et je lance une vidéo. Et ce qui est très, très marrant, c'est dès la première vidéo, alors qui était, franchement, au niveau des moyens techniques, c'est pourri. Hein, tu vois, j'avais aucun moyen, je connaissais rien à la vidéo, je connaissais rien au son.
Mais dès la première vidéo, je prends ça très, très au sérieux. Ça devient vraiment une espèce de, voilà, le terme va paraître fort, mais vraiment d'objectif de vie. Tu vois, je fais ça très professionnellement, alors qu'en fait, j'ai aucune professionnalisation là-dedans, je gagne pas d'argent, quoi que ce soit, mais je m'y mets à fond. Et vraiment, ces vidéos deviennent le centre de mes journées. C'est-à-dire que les jours où je veux faire une vidéo, tout tourne autour de ça. Je réfléchis à qu'est-ce que je vais dire, j'essaie vraiment de trouver un cadre. Ça aussi, ça a été ma marque de fabrique tout de suite, c'est je veux être en extérieur, je veux être dans la nature. Je fais pas une vidéo dans une maison, derrière un mur. Non, non, je suis dehors, donc je trouve le bon cadre, la bonne lumière, je me pose et je fais ma vidéo. Et une fois que j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon job. Je dis j'ai fait mon job alors que c'est pas un job, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai fait mon job. Je me sens vraiment investi de quelque chose qui est hyper important. Je sens que c'est quelque chose qui me meut, qui m'enthousiasme, qui me donne de la joie, qui me porte, voilà, littéralement. Bon, je me souviens la première fois que j'ai eu 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'étais trop fier de moi, j'étais trop heureux. Puis oui, puis il y a eu 100, puis il y a eu 1000. À la fin du printemps 2012, où là, je pense, je peux pas te dire combien il y avait d'abonnés, il y avait peut-être 1000 ou 2000 abonnés, et au fil d'une vidéo, au moment, je lance comme ça, un peu comme une blague, l'idée que voilà, je pourrais faire un stage pendant l'été. Je propose un stage. Je propose l'idée, je ferais bien un stage cet été, s'il y en a que de vous que ça intéresse et tout. Et là, je reçois dans les commentaires des dizaines et dizaines de personnes qui disent tu fais un stage, je veux venir, je veux venir, je veux venir. Donc, je me dis, je vais faire un stage. Tu es de retour en France quand tu proposes? Oui. Je suis rentré en France dans des conditions un peu compliquées parce que quand j'ai dû écourter mon voyage en Asie parce que j'ai eu un accident de la circulation à nouveau en Asie et j'ai dû rentrer en avril 2011. Je lance cette idée de stage, et là c'est très marrant parce que je lance l'idée de stage, donc les gens me disent où est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive? Comment on fait? Je sais pas. Je dis, faut vous inscrire. Alors, je donne mon adresse. Mais les gars, ils me disent, alors, on envoie quoi? Je dis, ils me disent, on envoie des chèques. Je dis, ouais, mais des chèques, ça peut pas être à mon nom. Alors, je consulte un ami. Il me dit, il faut que tu fasses une association. Parce que sinon, c'est pas possible. Tu peux pas encaisser de l'argent des gens. Enfin, tu vois, moi, j'avais aucune expérience. Donc, je dis, OK, je crée une association. Et là, je crée une association qui s'appelle Régénère. En mai 2012, l'association Régénère est créée pour accueillir des stages. Et d'ailleurs, c'est assez rock'n'roll parce que le premier stage, j'ai pas de lieu. Mes parents ont un petit terrain au sud de Perpignan. Je demande à mes parents s'ils veulent bien me laisser leur baraque et leur terrain pendant 15 jours. Et ça devient une espèce de camp improvisé. Je me souviens, il y avait des gens qui dormaient dans la baraque de mes parents. Enfin, c'était pas possible. Il y avait des tentes un peu partout. Les voisins sont un peu affolés. Mais on fait un premier stage pendant 15 jours pendant l'été qui se passe super bien. Les gens sont ravis. Moi, je commence à partager. Et tu proposes quoi, voilà? Tu proposes quoi? Pendant 15 jours, un stage, qu'est-ce que tu proposes? Dès le départ, des cours de physiologie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter ce minimum de connaissances nécessaires en termes de physiologie et de santé pour que chacun puisse faire ce fameux choix éclairé. Parce qu'on nous parle toujours de choix éclairé, mais globalement, la plupart d'entre nous, on ne sait pas de quoi on est fait. On ne sait pas quels sont les besoins de notre corps. Alors, je te parle du corps, je ne te parle pas du psychisme, des besoins émotionnels de l'humain. Quand quelqu'un nous dit il faudrait que tu fasses ça, on est là, ouais, pourquoi pas? On n'a aucun moyen. Donc moi, dès le départ, c'est des cours de physiologie. Et premier stage, tu as combien de stagiaires, on va dire? Je crois une vingtaine. Une vingtaine. Je me souviens, c'était très joyeux. On allait faire les courses tous ensemble, on ramenait des quantités de pastèques qu'on partageait et tout. Et puis l'après-midi, mes parents avaient une vieille serre à l'arrière de leur terrain. On s'est installé sous la serre, on avait mis un filet de camouflage pour faire de l'ombre. Et puis moi, je dispensais mes cours. Enfin, c'était très rock'n'roll, mais on s'est bien amusé. Et puis, ça a tellement bien marché que on récidive en octobre suivant, à la Toussaint suivante, pendant 15 jours. Mais là, je trouve un lieu à proximité de Perpignan, qui va devenir le lieu de stage officiel de l'association. Et on commence à faire le premier stage. Et là, on commence à monter. Je crois qu'on a 40 inscrits. La première fois, à 20, j'avais limité à 20 parce que je ne me sentais pas, moi, de faire des stages à plus que ça. Et puis voilà, et c'est parti. 2013, 2014, 2015, les stages ont commencé à grossir. Et rapidement, on était toujours avec une énorme liste d'attente. Moi, j'essayais de faire mes stages comme je fais mes vidéos et comme je fais ma vie, c'est-à-dire en étant moi-même totalement. Et je pense que ça touchait énormément les gens. Et c'est vraiment le cœur de mon message, c'est-à-dire que les questions de santé, qui n'ont rien à voir avec les questions de maladie, je précise vraiment, les questions de santé ne sont pas l'apanage d'une caste réservée. Tout le monde peut réfléchir à sa santé, tout le monde peut s'interroger et faire des choix par rapport à sa santé. Et moi, j'avais envie de dire aux gens, voilà, c'est très anarchiste comme discours, hein, mais c'est réappropriez-vous votre santé. Mais pour ça, voilà, moi je leur proposais au travers de mes formations, je leur proposais un minimum de base, mais chaque fois je leur dis, attendez, vous arrêtez pas là. Hein. Déjà, allez confronter ce que je vous ai dit,
pour ne pas le prendre. Il ne s'agit pas de passer d'une idéologie à l'autre. Hein. Contrairement à la caricature qui est faite de la personne et de ma démarche, je pense que j'ai toujours dit, attention, ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier et surtout, allez expérimenter. Mais la santé est totalement différente de la maladie. La maladie, c'est l'expression symptomatique et c'est le monde de la médecine. Et je dis pas ça sous forme de couardise, on dirait le mec qui craint les représailles, exercice illégal de la médecine et ce genre. Non, je le dis parce que je le pense. Souvent, en stage, la première question qui venait, c'était les gens qui venaient souvent, c'est un fait. C'est pas quelque chose que j'appelle, hein, mais beaucoup de gens qui venaient étaient des personnes qui étaient... Et souvent, les gens arrivaient avec cette question, hein, ils se disaient, regarde, j'ai telle pathologie. Donc déjà, moi, permanemment, je leur disais, je suis pas médecin, donc je ne connais pas ta pathologie, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas fait d'études de médecine. Et ils me disaient toujours, est-ce qu'il faut que j'arrête mes médicaments? Moi, à chaque fois, ma réponse était la même. Je dis, mais ça, en fait, je n'ai aucune compétence pour te répondre. Je ne suis absolument pas spécialiste du médicament. Moi, je suis spécialiste, si on peut le dire, de santé. Les questions de médicaments, c'est avec ton médecin que tu les traites. Moi, je peux pas te dire. Les médicaments, ils sont là pour faire taire les symptômes. Si tu as des symptômes tellement forts qui t'handicapent, arrêter tes médicaments maintenant, ça risque d'être un peu suicidaire. Tu peux être devant des souffrances pas possibles et tout. Donc, les médicaments tels qu'ils sont créés actuellement sont là pour contrer les symptômes, parce que les symptômes prennent de telles proportions qu'ils en deviennent invivables. Fais en sorte que tu n'en aies plus besoin. Tu es autodidacte ou bien tu as été suivre des formations auprès de ce qu'on appelle un peu les mentors? Raconte-nous un peu ce parcours. Ça dépend. J'aime bien parfois provoquer un petit peu. En commençant, quand je commence une conférence, je dis aux gens, voilà, je n'ai strictement aucune formation en matière de biologie, donc je n'ai aucune légitimité pour parler de santé. C'est une façon un peu provocante de faire en sorte que les gens ne prennent pas ma parole pour parole d'évangile, tu vois, qu'ils mettent une distance. Alors en vérité, j'ai quand même pris le soin d'aller me former, mais j'ai pas de diplôme de naturopathie en France. J'ai un diplôme de naturopathie aux États-Unis. Je suis allé me former avec quelqu'un qui s'appelle Robert Morse, qui est en Floride. Et puis, on va dire quand même que j'ai lu énormément. Donc, même si je me suis pas formé directement auprès des grands hygiénistes, parce que la plupart, voilà, comme Herbert Shelton, par exemple, qui est un très grand hygiéniste, ou Arnaud Lérette, ce sont des gens qui sont décédés, je les ai quand même énormément lus, énormément étudiés. J'ai étudié aussi les cours d'herboristerie de l'école lyonnaise des plantes, hein, même si j'ai pas participé aux cours. Il se trouve que, faut peut-être pas le dire, mais il y a quelqu'un qui m'a refilé leurs cours, donc j'ai pu suivre les cours. Et j'ai aussi une amie qui m'avait donné des cours de médecine première et seconde année, en anatomie particulièrement, que j'ai étudié aussi, alors que j'ai étudié à mon niveau, mais voilà, je me suis aussi passionné un petit peu pour l'anatomie. Et tu sais, moi, par expérience, c'est souvent un témoignage que je donne, mais j'ai été bluffé, particulièrement ces dernières années, de voir parfois des personnes qui ont un niveau d'études qui ne les qualifie absolument pas pour avoir les connaissances qu'elles présentent devant moi en termes de biologie, de physiologie. Je me souviens d'une maman d'origine maghrébine. Clairement, tu voyais qu'elle n'avait pas le bac, elle n'avait pas un niveau d'études. Son enfant était autiste. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec elle, sérieusement. Elle aurait pu calmer n'importe quel professeur en termes de connaissance, de compréhension du phénomène du spectre autistique. Impressionnant. Donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, alors l'outil Internet, alors souvent il y a les grands sachants qui se moquent un peu d'Internet, en disant, les gens ils croient que parce qu'ils ont lu sur Internet ils ont tout compris. On est d'accord qu'il peut y avoir des raccourcis extrêmement rapides et des simplifications sur Internet, mais il y a aussi accès à des ressources de très haute qualité qui font que si quelqu'un veut se donner le soin de chercher, il peut vraiment se former d'une manière assez exceptionnelle à partir du moment où il est mu par la passion. Rares sont les gens qui innovent radicalement. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui innove radicalement. Je suis parti vraiment d'un terreau qui est vraiment ce qu'on appelle l'hygiénisme, le vitalisme, qui est quelque chose qui est très ancien, hein, on pourrait le relier même à la tradition hippocratique, hein, vraiment Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, toutes ces traditions-là, hein, qui sont les traditions de la médecine ancienne, mais plus récemment, avec un renouveau à la fin du 19e siècle, aux États-Unis et en Europe, avec des grands hygiénistes, en France, le docteur Paul Carton, par exemple, Kuhn en Allemagne, Herbert Shelton aux États-Unis, Arnold Ehret aux États-Unis, enfin voilà, des grands hygiénistes que j'ai lus, dont j'ai incorporé la matière, je l'ai digéré et je l'ai ressorti en y apportant ma petite touche. Tu vois, je pense que c'est comme ça que le savoir évolue, c'est-à-dire que chacun prend l'ancien, il le digère, il y rapporte sa petite touche, et puis ça c'est rebalancé dans le patrimoine commun de la science de la santé. Donc c'est comme ça que j'ai avancé, que j'ai évolué. En France, souvent dans les médias, enfin dans les médias d'ailleurs mainstream, on entend souvent que le discours scientifique doit être réservé aux seuls scientifiques. Ça t'irrite alors?
Bah, en fait, moi je veux bien une telle proposition, là, mais je vais dire pourquoi. Donnez-moi des arguments pour ça. Si on me donne des arguments sensés, je vais faire un peu de provocation, volontiers caricaturale, entre un médecin qui a fait ses études il y a plus de 40 ans, d'accord, et qui n'a jamais fait l'effort parce qu'il n'est absolument pas passionné ou qui n'en a pas le temps de se mettre au goût du jour pendant 40 ans, et la maman d'un enfant autiste qui passe ses nuits entières à essayer de trouver des solutions parce que elle, c'est son gamin qui est touché, c'est son quotidien qui est impacté. Ben moi, je fais plus confiance à la maman du gamin autiste. Parce que je sais que, mue de cette rage, de cette passion, de ce désir de comprendre et de tirer son gamin de l'affaire, je pense qu'elle sera plus à la page. Je te dis ça parce que j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait, voilà, la naturopathie. Bon, là, il y a eu toute une campagne de stigmatisation, de discrédit sur la naturopathie, qui est d'abord passée par moi, puis qui est passée par d'autres personnes de la naturopathie. On essaye vraiment, en tout cas, il y a des forces de pression qui essayent vraiment de disqualifier la naturopathie. Et il y a des écoles de naturopathie pour essayer de se sauver de ce truc-là, qui ont dit « Ah non, mais vous avez raison, il y a les bons naturopathes et puis il y a les mauvais naturopathes. » En fait, les bons, ils viennent de leurs écoles et puis les mauvais, ils viennent des autres écoles. Et ils disent « Il faudrait réglementer la naturopathie en France avec un diplôme d'État et ainsi de suite. » Alors sur le coup, on dit « Ouais, c'est une bonne idée. » Et après réflexion, je dis « Non, en fait, pour moi, je suis pas d'accord. En fait, je voudrais pas ça parce que c'est pas parce que tu as eu un diplôme il y a 30 ans que tu es un bon soignant, que tu es quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe et que tu es à même de vraiment bien soigner les gens. Et je préférerais nettement que ça soit l'usage qui évalue la qualité des personnes. Pour moi, le diplôme, c'est juste que la personne, elle a acquis un certain niveau de compétence. C'est intéressant. Mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ce diplôme? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement en France. Donc moi, je ne suis pas pour une régulation de la naturopathie. Par contre, je suis pour une évaluation. Évaluation, oui. Si tu as 10 000 personnes qui te disent « Ah, moi je suis allé voir ce naturopathe et tous les conseils qu'ils m'ont donnés, franchement, ils sont tellement bons que ma vie, elle a été vraiment changée. La personne, elle est super présente, elle est très soutenante, elle m'a changé mon état d'esprit. Waouh, ma vie, elle est vraiment radicalement changée. » Ouais, ben voilà. Et celui-là, ça va être quelqu'un qui va avoir du succès et avec qui on va aller. Et à l'inverse, quelqu'un qui aura des tas de diplômes mais qui, franchement, n'a jamais fait du bon boulot, mais qu'on le sache aussi. Écoute, on revient à ton succès. Le succès qui arrive très vite. Est-ce que tu penses que la crise du Covid t'a précipité dans le collimateur de la mivilitude et lunatique? Mivilude. Mivilude? Ouais, mivilitude, c'est rigolo aussi, mais... Mission interministérielle. La Mivilude, c'est une instance gouvernementale qui a été créée, qui utilise un moyen qui est fabuleux. C'est qu'ils ont créé l'outil du signalement. Dans le signalement, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas sur le site de la Mivilude. Je l'ai fait en direct pour signaler un ami. Où j'ai trouvé qu'un ami était sectaire. Donc, je me suis dit, je vais le signaler à la Mivilude. Donc, je suis un bon citoyen. Donc, j'ai fait un signalement. Donc, c'est un signalement qui est anonyme, dans lequel tu dis, oh, un tel, il me semble qu'il a des dérives, il fait preuve d'une dérive sectaire. Et à partir du moment où la Mivilude a un certain nombre de signalements, eh bien, on détermine que tu es une personnalité potentiellement dangereuse, présentant un risque de dérive sectaire. Mais, excuse-moi l'expression, ça sent très, très mauvais. C'est du tribunal populaire. Tribunal populaire qui peut être influencé par n'importe quelle vidéo à charge qui est faite sur YouTube. D'ailleurs, c'est le cas. Par moi, tu vois, il y a beaucoup de signalements à la Mivilude qui ont été faits sur la foi d'une vidéo qui avait été faite en 2016 par un gars qui m'apparentait à un pédophile. Casanovas, il est proche d'un pédophile. Et à la fin de sa vidéo, il disait, voilà, il faut signaler ce gars, il est extrêmement dangereux, et ainsi de suite. Donc, il y a 200, 300 personnes qui sont allées me signaler à la Mivilude. Voilà un petit peu la valeur de ces signalements en termes de dérive sectaire. Donc ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose, n'empêche que l'UNADFI, alors l'UNADFI, je rappelle, c'est l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, Ouais. qui porte plainte contre toi en mai 2021. Alors pour abus de faiblesse, escroquerie, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et mise en danger délibérée d'autrui. Alors exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, ça je vais les attaquer pour diffamation. Je ne veux pas qu'on compare un pharmacien ou un médecin. Pour moi, ça, c'est de la diffamation. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Blague à part, oui, mais tu vois, si tu vas creuser l'UNADFI, association qui n'a pas de membres, qui est financée à 98% par le gouvernement français et dont la présidente fait partie du conseil de la Mivilude. Globalement, c'est la Mivilude, mais version associative. Donc, ça se présente sous couvert d'association. Voilà. Ce sont des groupes qui sèment la terreur d'une certaine manière, je dirais que oui, c'est exactement ça, pour empêcher que, en tout cas de mon point de vue, si je parle de mon point de vue, que des alternatives en matière de santé puissent s'exprimer librement et que les gens puissent faire des choix en matière de santé. Je ne vois pas à quel niveau ils sont mis en danger, mais pour eux, tout ce qui dérive par rapport au modèle officiel représente un danger.
et donc, de fait, doit être stigmatisé. Donc oui, ils ont porté plainte contre moi depuis mai 2021, ce qui a fait aussi toute la suite, hein, des perquisitions, des saisies. J'avais une entreprise, l'argent de cette entreprise a été entièrement saisi, mettant cette entreprise quasiment en liquidation, suppression de tous mes comptes bancaires, stigmatisation à tous les niveaux. Voilà, je le dis souvent, hein, on est nombreux à parler du système. Quand tu es à l'intérieur de la tourmente, tu comprends que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment un harcèlement et une destruction de la vie d'un individu de manière systémique. Donc on peut parler de système. Tous les aspects, en tout cas, moi je considère que tous les aspects de ma vie personnelle et professionnelle ont été détruits ces 3 dernières années. Mon pauvre vieux papa, qui a 84 ans, enseignant retraité de l'éducation nationale, qui se fait virer de sa banque après 30 ans qui se fait virer de sa banque, on lui dit non, en fait, parce que c'est simplement Casas Novas. Actuellement, quand tu portes le nom de Casas Novas, globalement, tu es un paria. Tu es littéralement un paria. Je dis bien, il n'y a pas eu de procès. C'est comme des tas de gens parlent des victimes. D'un point de vue judiciaire, ça n'existe pas une victime. Il peut y avoir à la limite des plaignants. Et la plaignant est reconnue victime à la suite d'un procès où il est reconnu victime et moi coupable. Donc il n'y a pas de victime. Et d'ailleurs, à ce que je sais, je pense que c'est l'un des problèmes de l'UNEDFI actuellement, ils n'ont même pas de plaignants. Quand il parle d'environ 500 signalements... Mais signalements. Kate, ce soir, j'appelle une centaine de copains et je te fais passer personnalité numéro 2 signalée en France. Donc qu'est-ce qui empêche une personne d'avoir 20 emails et 20 identités différentes et d'aller faire 20 signalements sur Thierry Casas Novas? Mais ça n'a aucune valeur, c'est du bidon total. Qu'est-ce qui motive cet acharnement contre toi? Il y a une question que je me pose souvent parce que moi je me trouve plutôt gentil. Donc je ne comprends pas pourquoi on m'en veut tellement. Je fais une série de 9 vidéos qui s'appelait Enquête sur la vaccination. Une série de vidéos qui, contrairement à ce qu'on a voulu dire, était vraiment sincère. C'est-à-dire que, et je l'explique dans le pitch de la vidéo, j'étais papa. Mon fils est né en février 2017 et j'évoluais dans un milieu qui était plutôt hostile à la vaccination. Mais c'était un sujet auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Donc, on pourrait me classer parmi les anti-vax mous, entre guillemets. Et à un moment, je me dis, et si je me plantais? Et si c'était vraiment important de vacciner mon fils? Est-ce que je pourrais avoir des réponses à des questions pour essayer de comprendre l'importance de vacciner, à quel âge, comment s'y prendre, et ainsi de suite? Et donc, j'ai fait une véritable enquête dans laquelle j'essaie de voir les bénéfices, les risques, tout l'historique autour des vaccins et essayer de comprendre, non pas pour dire aux gens, il faut que vous pensiez ceci ou cela, d'ailleurs je le dis dès le départ, je dis, il ne s'agit absolument pas de vous dire ce qu'il faut penser, je vais essayer de vous amener des éléments à partir duquel vous pourrez peut-être réfléchir par vous-même et faire des choix. Et c'était tout. J'ai dit, voilà, je suis en train de tourner une série de vidéos et tout, et durant l'été, j'avais reçu des mails, anonymes entre guillemets, parce que je n'ai jamais su qui c'était, qui me disaient globalement, si tu publies cette série de vidéos, ta vie elle est finie. Voilà, c'est terminé, tu vas tout perdre. Bon, on est en 2017. 2018, septembre 2018. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à être vraiment musclé. C'est-à-dire que, entre 2004, premier article qui me présente vraiment comme un gourou, machin chose et tout, octobre 2014. Là, à partir de 2018, c'est très régulièrement, et quand ça sort dans un journal, ça sort dans tous les journaux. Donc il y a un côté vraiment absolu, systémique, totalitaire. 2019, c'est aussi chaud, tendu, et 2020, à partir du début du confinement, ça s'aggrave encore. J'ai été le premier, avec Jean-Jacques Crèvecoeur, à proposer un narratif différent du narratif officiel par rapport à cette histoire du Covid. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo avec Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un Québécois, que j'ai invité sur ma chaîne, pour qu'il mette en perspective ce qu'on nous racontait du Covid, qu'il le mette dans une perspective historique en partant de la grippe H1N1 et ainsi de suite. Donc il a fait un travail. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais peu importe. Et cette vidéo a eu tellement de succès que un mois après, j'en refais une avec lui, avec quelqu'un qui s'appelle Silvano Trotta et avec Tal Chaleur, qui est un médecin, je ne sais plus s'il est encore médecin, Tal, mais en tout cas hygiéniste, vitaliste, grand promoteur de la santé naturelle. Et là, cette vidéo, on est en direct et on a un peu plus de 40 000 personnes qui sont en direct. 40 000 personnes, c'était énorme. Je me souviens, j'ai ma compagne qui était à côté, qui me donnait les chiffres, elle me disait c'est un truc de fou, quoi. Et effectivement, ça, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc ça fait partie des choses, effectivement, qui m'ont fait être mis dans le viseur. J'ai commis un parjure absolu en 2019 dans un grand festival. J'invite un invité surprise
quelqu'un à qui on a interdit globalement la scène, qui est un infréquentable parmi les infréquentables, c'est Dieudonné, l'humoriste Dieudonné. Je l'invite parce que j'ai envie de le voir sur scène, j'ai envie de le rencontrer humainement, personnellement, pour voir derrière ce qu'il en est dit du média, quelle est la personne. Et puis parce que, voilà, moi je ne le considère absolument pas comme antisémite, voilà, c'est un procès qui m'intéresse absolument pas, mais je suis sensible à son humour et donc je l'invite. Et ça, pareil, pas bon. C'est pas bon. Il fait partie des gens comme moi maintenant à qui on a collé une telle étiquette nauséabonde que c'est très difficile de voir des personnes oser apparaître avec nous. Il y a une vague qui s'appelle la cancel culture, qui vient des États-Unis, qui est la culture de l'effacement. Et comment est-ce qu'on efface quelqu'un? En le rendant socialement abject. Les qualificatifs qu'on lui affuble la plupart du temps, c'est antisémite, misogyne, homophobe, transphobe, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des micro-anecdotes dans la vie de la personne, dans son discours, qu'on va tirer, qu'on va torturer, qu'on va déformer, jusqu'à le faire paraître pour ce qu'il n'est pas. Et à partir du moment où on lui a mis le tampon misogyne, homophobe, transphobe, antisémite, je sais pas quoi, ben à ce moment-là, il est socialement abject, et on a le droit de lui cracher dessus. Donc, mais à part pédophile, je suis à peu près tout ce que cette société déteste et rejette. Je suis un sale type par excellence. Et pour moi, je comprends la logique derrière ça, parce que pour moi, n'importe qui va écouter mes vidéos, qui va expérimenter quelques principes de santé que je peux partager, ben cette personne va se rendre compte qu'elle va vraiment mieux. Donc, il y a un vrai risque. Donc, le seul moyen pour que les personnes n'expérimentent pas, excuse-moi, ça fait très conspirationniste, mais je crois qu'on est entre nous là, mais les seuls moyens que les personnes n'expérimentent pas, c'est de me rendre tellement nauséabond aux yeux du grand public que les gens n'aillent pas voir derrière les critiques ad nominem. C'est-à-dire que tu vas avoir un journaliste qui va dire « Est-ce que tu es pour ou tu es contre telle chose ?» Toi, tu vas être là, tu vas dire « Non, mais attendez, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. » Là, il va dire « Non, attendez, vous me dites que vous êtes contre. » Non, je n'ai pas dit que j'étais contre. Mais alors, vous êtes pour. Ah, non, c'est plus complexe. Non, mais si vous n'êtes pas pour, c'est que vous êtes contre. Et toi, tu es là, Oui, je citais l'exemple d'Étienne Chouard, tu vois, à qui on demande de but en blanc dans une interview, est-ce que vous croyez aux chambres à gaz? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est quoi cette question? C'est pas du tout le sujet et tout. Et là, on dit, ah non, mais le mec, c'est un révisionniste, il remet en question. Il dit, mais j'ai pas réfléchi, je sais pas, j'en sais rien. Le simple fait qu'il dise, j'en sais rien, ça fait qu'il est, bim, et hop, éjecté. Le pauvre Étienne, il s'est fait éjecter, alors que, enfin, voilà, c'est quelqu'un dont je suis beaucoup la pensée, et qui est quelqu'un qui a une pensée complexe, riche. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on peut pas le qualifier de simpliste, révisionniste, ou quoi que ce soit. C'est tout sauf ça. Et comment tu vis alors, toutes ces étiquettes qu'on te colle? Comment tu le vis? Moi, ça me fait rire. Réellement? Ouais, moi, réellement. Ce qui est plus dur pour moi, c'est que mon entourage, ça le fait pas obligatoirement rire. Moi, ça me fait vraiment rire. Tu prends pas au sérieux? Mais non, mais parce que c'est pas sérieux. Parce que c'est pas sérieux. Mais pourtant, tu te retrouves sans compte bancaire, sans assurance. C'est quand même difficile. C'est difficile. C'est clair que c'est difficile. Tu ne peux pas ne pas ressentir d'émotion, en tout cas. C'est ce que j'essaye de dire, en tout cas. Oui, mais j'ai préféré le rire à la colère. J'ai préféré la dérision à la colère. Parce que la colère, elle nous détruit et elle nous bouffe, littéralement. Le domaine de la santé alternative est actuellement un ring de boxe. Donc je me prendrai des coups. Par contre, il y a un truc qui est très très important pour moi. C'est moi qui déciderai quand je raccrocherai les gants. C'est pas la pression médiatique, c'est pas les calomnies, c'est pas toutes les campagnes de dénigrement qui me feront raccrocher les gants. C'est moi qui déciderai quand je raccrocherai les gants. Je sais qui je suis, je sais ce que je pense. N'importe qui me fréquente, ne serait-ce que quelques jours, voit très bien que je ne suis ni antisémite, ni misogyne, ni barré, que j'ai pas de secte, que j'ai pas... Tout ça, ça n'a aucun sens. Et puis je dirais plus que ça, je suis quelqu'un qui se définit comme croyant, et je dirais que ma valeur, c'est pas les hommes qui me la donnent. Tu n'as pas de regrets dans tes choix? Dans les choix que tu as faits? Si, le seul regret que j'aurais, c'est si j'aurais commencé mes vidéos en me mettant une cagoule et en me prenant un pseudonyme. Ça m'aurait un peu plus foutu la paix, tu vois. J'aurais pu m'appeler le sous-commandant Titi, par exemple, tu vois, pour faire un peu comme le sous-commandant Marcos avec ça. El sous-commandante Titi. Et vous faire un jour de légumes. Ça aurait été pas mal. Mais non... Ça sert à quoi les regrets? Enfin, je veux dire, ça va me bouffer de l'énergie pour rien. J'ai pas de regrets. Je l'ai fait, j'assume ce que j'ai fait, je fais des choix. De toute façon, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'aurait été ta vie si tu avais fait un choix différent. Tu peux pas vivre deux expériences de vie à la fois. Je marche, je fais des erreurs, je corrige, je reviens sur le chemin qui me paraît le plus droit,
puis je fais d'autres erreurs, je recorrige, et j'avance comme ça. Par contre, je me suis donné un objectif, c'est de transmettre le plus possible ce qui est du domaine de ma foi dans le vivant. Et ça, je ne lâcherai pas. Voilà, je ne lâcherai pas, je dirais même que, paradoxalement, plus on me tape dessus, plus ça me renforce dans la conviction qu'il faut que je le fasse. Je suis très compétitif, je suis j'aime bien les challenges, j'aime bien, voilà, j'ai la niaque. J'ai quand même une force de vie qui est assez importante en moi, et comme en plus, mine de rien, au travers de mes vidéos, c'est pas que des conneries, donc j'applique ce que je dis, je crois que j'ai quand même plutôt une bonne santé, une bonne patate. Vraiment. Je me sens plus en santé maintenant que je me suis jamais senti. Vraiment. Ouais, non, je me sens très très bien. Alors, mentalement et physiquement. Ça me permet de faire la transition sur le dernier volet, la santé. Voilà. Ils vont croire qu'on avait préparé l'interview. Et non, on n'a rien préparé. Tu n'étais au courant d'aucune question. Tout est fait spontanément. Alors, la santé, et notamment le magazine Régénère. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as créé? Comment il est né ce magazine? Ce dont il parle? Donc l'idée, avec un écrit qui oblige à poser les choses, c'était de faire quelque chose qui soit plus structuré, un peu moins spontané et impulsif. Plus aussi, ce qu'on me reproche souvent, c'est de ne pas avoir de source, parce que tu vois, on peut pas penser si t'as pas 3 scientifiques corrompus qui l'ont écrit dans une revue scientifique corrompue elle aussi, quoi, tu vois. Actuellement, si t'as pas une étude à citer, tu peux pas penser par toi-même, d'accord? Donc moi, souvent dans mes vidéos, les études, je m'en balance, quoi. Je leur dis, écoutez, si vous voulez trouver des études, allez chercher, mais c'est pas mon job. Dans le magazine, c'était aussi idée vraiment de donner une assise scientifique rigoureuse. La personne qui a pris la direction en chef de cette rédaction, là, Estelle Sauvana, elle a cette démarche-là, vraiment de vraiment structurer le truc. Donc le magazine, c'était ça, une espèce de travail encyclopédique autour du vitalisme et de l'hygiénisme. Et je crois qu'on est pas mal. Alors il y a beaucoup de témoignages aussi, oui, de personnes qui ont des maladies chroniques. Comment vous faites appel à ces personnes? C'est un réseau? C'est quoi? Il suffit d'aller regarder sur Facebook, machin chose et tout. Tu sais, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tu sais, souvent on me dit les gens, on parle des victimes de Thierry Casasnovas. Globalement, j'ai hâte de les rencontrer parce que personnellement, je pense qu'il y en a zéro. Par contre, des personnes qui témoignent d'amélioration de santé parfois radicale, voilà, on met tout le spectre, tu vois, maladie auto-immune, cancer, maladie chronique, diabète et ainsi de suite, dépression, troubles psychiatriques, troubles articulaires, arthrose, mais arthrose plus et tout ce que tu veux. Il y en a plein le net. J'avais même fait une vidéo, je crois que c'était en 2019, où à la fin de la vidéo, j'avais dit, bon, dans les commentaires, on va arrêter, merci Thierry, t'es génial et tout ce que tu veux, parce que ça, j'en ai rien à faire. Voilà, ça va, c'est gentil, mais je le sais, je sais pas que je suis génial, mais je sais que vous me remerciez pour mon travail. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez dans les commentaires ce que la rencontre avec une vidéo a changé dans votre vie, avec vos réussites, vos échecs, faites-moi vos retours, quoi. Et sous cette vidéo, il y a plus de 2500 commentaires de personnes qui racontent, et qui racontent expressément des situations de vie et de maladies parfois extrêmement lourdes et compliquées, qui se sont vues fortement améliorées, voire totalement résolues, simplement en appliquant une partie ou totalité des principes d'hygiène de vie que je partage. Va m'expliquer comment, en améliorant la qualité de ton alimentation, en pratiquant un peu plus de sport, enfin, tu vois, des conseils de bonne santé basiques. Des fois, je dis, mais franchement, ce que j'apporte, il n'y a rien de nouveau, sérieux. C'est du bon sens, quoi. C'est juste du bon sens. Va m'expliquer comment ton état de santé pourrait se dégrader. Comment tu pourrais être victime de ton jus de carotte. Enfin, moi, faut m'expliquer, quoi. Moi, je comprends pas. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé ce magazine, Régénère? Est-ce que c'est pour concrétiser quelque chose dans la matière? Oui, aussi. Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça, le livre, ça reste quand même quelque chose auquel on peut se référer, auquel on peut revenir, qu'on peut prêter et tout. Oui, je trouve que c'est une... Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus envie d'écrire. Ouais. Puis moi, finalement, je me suis rendu compte que c'était dur pour moi d'écrire. Par contre, ça a plein de vertus parce que ça m'oblige à vraiment structurer ma pensée. Et ça m'apporte un plus, parce que je ne perds pas ma spontanéité, mon côté foisonnant, mais ça m'oblige à mettre un cadre, à essayer de suivre un fil logique et tout. Donc c'est un exercice qui me fait violence, mais qui, je pense, est vraiment facteur d'amélioration dans ma qualité de transmission. Donc je vais écrire de plus en plus. Et on est ici dans les Pyrénées orientales, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux faire de ce lieu ici, où tu nous accueilles? Très gentiment d'ailleurs. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas en faire comme lieu?
Raconte-nous un peu. C'est quoi le projet autour de ce lieu? Je pense que le début d'une société non violente commencera avec une société dans laquelle chaque groupe au sein de cette société aura une forme d'autonomie. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la dépendance par rapport à quelqu'un, on est sous son pouvoir et donc ça devient une relation de pouvoir et donc dans laquelle la violence peut s'exprimer. Et c'est l'un des postulats d'une science que j'ai beaucoup étudiée qui s'appelle la permaculture, qui est vraiment de créer une société non violente par le simple fait que des petits groupes humains se structurent pour répondre de manière autonome à leurs besoins vitaux, à leurs besoins fondamentaux. Pour moi, les bases d'une société non violente, c'est une société faite de groupes, de petits groupes, en interaction permanente. Parce que pour moi, la santé d'un organisme, que ce soit un organisme vivant au niveau d'un corps ou un organisme social, c'est la qualité de la communication entre ces différentes parties. Donc c'est pas une espèce de vision autarcique, de groupe sectaire, comme on voudrait m'affubler ce terme, mais c'est plutôt la vision autonomiste. Je dirais même, c'est un terme moi, que je revendique souverainiste, mais pas souverainiste, je ne veux pas être roi du tout, mais souverainiste au sens de reprendre la souveraineté des choix fondamentaux de notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on prend soin de notre organisme, je dirais, quelles sont les valeurs qui sont enseignées à nos enfants, voilà, comment est-ce qu'on traite nos déchets, comment sont traités les animaux qui vivent à nos côtés. Pour moi, ça, c'est des choix fondamentaux. Et j'ai pas envie de laisser d'autres le faire pour moi, parce que moi, je veux y appliquer une éthique qui est personnelle, et je veux pas d'autres laisser le faire pour moi. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire un projet autour de l'autonomie et la santé. Et si je voulais réduire ça, je dirais autour de l'autonomie. Parce que pour moi, la santé, c'est l'autonomie. Nous sommes en train de répondre de façon la plus autonome et la plus éthique possible aux questions de besoins vitaux d'un groupe humain. La nourriture, l'énergie, l'habitat, le déplacement, voilà, les valeurs qui sont transmises aux enfants, les modèles démocratiques pour prendre des décisions en groupe, des choses comme ça. Tu penses que ça s'apparente plus à un écolieu, ce qu'on appelle un écolieu? Voilà, oui, ça fait moins secte. Écolieu, c'est bien, il y a éco dedans en plus, donc ça c'est dans la tendance gouvernementale. Donc oui, c'est un écolieu, éco-énergétique, éco-responsable, qui fait de l'éco-tri et de l'éco-humanité. On est éco. Et ce groupe de personnes, tu le sélectionnes, comment? Je crois que rien de beau ne se fait sans amour et sans passion. Donc à partir du moment où on essaie de contraindre les choses, on a fait fausse route. Dans ce projet, il y a des gens qui viennent voilà, au sein de l'association pour une semaine, pour filer la main, parce que ils ont une semaine devant eux, ils ont envie de retoucher à la terre, ils ont envie d'expérimenter, ils ont envie de changer d'air et d'horizon. Puis il y en a qui viennent pour 6 mois, pour 1 an, pour peut-être plus, et puis qui repartiront quand ça sera plus juste, quoi. Et il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, on n'est pas mariés, tout va bien. Tout va bien, chacun est libre d'expérimenter le temps où il veut expérimenter, à partir du moment où il respecte des règles fondamentales de vie en groupe, de respect de l'autre, de respect de l'espace de l'autre. Voilà, il y a quand même des fondamentaux, hein, voilà, pour que chacun se sente en sécurité. Mais une fois que ça c'est respecté, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de tout le monde est bienvenu, et voilà, ça se passe bien. Mais comme il y en a beaucoup en France, finalement, des projets de ce type-là, c'est-à-dire que c'est vraiment un appel très important chez nombre de personnes qui se disent finalement le modèle qu'on m'a vendu de réussite sociale, d'accomplissement, tu vois, d'arriver finalement à avoir ton pavillon avec 1000 mètres carrés, la balançoire, le break marron, le chien à l'arrière et ainsi de suite, ben, ça me rend pas heureux, quoi, en fait. Et je pense que l'aventure humaine, l'aventure de l'autonomie, l'aventure de la découverte aussi de soi-même intérieur, c'est parmi les plus belles aventures qui soient et qui motivent énormément de gens. Donc non, on n'est pas les seuls, on est très loin d'être les seuls. Et le truc, c'est qu'ici, vraiment, je mets en avant comme principe fondateur les lois du vivant. Tu vois, moi, je rêve d'un pays où on dirait, bon, écoutez, dans ce pays, on peut prendre n'importe quelle décision, à partir du moment où ces décisions respectent les principes du vivant. Voilà. À partir du moment où ces décisions respectent les principes du vivant, cette décision peut être discutée, peut être adoptée. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas, parce que si on faisait passer la plupart de nos décisions au crible, elles ne respectent absolument pas les grands principes du vivant et elles conduisent à une société qui va vers son effondrement. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être collapsologue pour comprendre qu'une consommation aussi frénétique d'énergie non renouvelable à une telle vitesse, ça nous conduit droit dans le mur.
Puis là, d'un seul coup, là, tout le monde se réveille, on dit « Attention, il faut faire des économies d'énergie ». Puis on tire le frein à main à 200 km/h sur l'autoroute, en disant « Cet hiver, vous n'allez plus avoir d'électricité ». C'est grotesque. Je ne comprends même pas comment la plupart des gens ne se disent pas « Mais ils se foutent de notre gueule ». D'un seul coup, ils découvrent la vertu écologique. Mais vous êtes où là? Enfin, ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui s'égosillent. Et là, d'un seul coup, vous allez couper l'électricité aux plus pauvres, parce que c'est toujours les plus pauvres qui vont charger, parce que les plus riches, ils auront des groupes électrogènes, ils auront des panneaux solaires, ils auront leur propre autonomie. Hein. C'est les plus pauvres dans des appartements pas isolés qui vont se cailler les miches en plein hiver, ils vont crever de faim. Pour ne plus être assujettis au pouvoir politique, en tout cas ne plus être déterminés par les choix politiques délirants, c'est l'autonomie. Que ton aliment soit ta seule médecine, disait Hippocrate, et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as rappelé. Moi, je n'ai pas osé dire seule médecine parce que je pensais être signalé encore plus à la Mivilude. Écoute, en tout cas, c'était ces mots. Explique-nous comment la nutrition joue un rôle essentiel dans notre santé. La nutrition, elle est décrite depuis des temps immémoriaux, effectivement, comme un des piliers de la santé. Pour faire très rapide et très grossier, un aliment, c'est des nutriments, c'est-à-dire la partie nutritionnelle de l'aliment, de l'eau et des fibres. D'accord ? Les fibres, c'est non nutritionnel, c'est ce qui va servir au transit intestinal, c'est ce qui va constituer l'essentiel de nos sels qui vont être évacués. L'eau, ça hydrate les tissus, puis après, il reste les nutriments. Et dans les nutriments, on a les gros nutriments qu'on appelle les macronutriments, et puis on a les petits nutriments qu'on appelle les micronutriments. Les gros nutriments, c'est sucre, graisse, protéines. Puis on a les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. D'accord ? Et on se rend compte que notre alimentation moderne, parce que c'est une alimentation qui est hautement transformée, qui est bardée de pesticides et de fongicides, donc qui pousse sur des sols qui sont morts, avec des aliments qui ont une richesse micronutritionnelle de plus en plus faible. Toutes les études que tu vas voir dans lesquelles ils ont pris des groupes humains, à qui ils ont proposé, alors sous forme de petites gélules, une supplémentation micronutritionnelle importante, vitamine C, vitamine du groupe B, vitamine A et ainsi de suite, toutes témoignent d'une amélioration flagrante de leur état de santé. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas à quel point nos grands-parents, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, ils mangeaient tous bio. Il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas d'alimentation sous blister. Il n'y avait rien de tout ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils consommaient ? Ils consommaient des produits de saison, locaux, beaucoup de légumes, des fruits en saison, un peu de viande, du glanage, des châtaignes, des choses comme ça, mais c'était sobre. Ils ne mangeaient pas 15 fois par jour, ils ne mangeaient pas des petits biscuits chargés de sucre, chargés d'additifs, chargés de colorants et ainsi de suite. Et donc, il y a eu dans notre alimentation à la fois un apport massif de produits qui sont absolument pas nécessaires à notre santé, même qui sont délétères, pesticides, fongicides, colorants, conservateurs, et une perte colossale de contenu micronutritionnel à cause de la transformation à haute température et de la stérilisation, de la pasteurisation. Donc d'un côté, on rajoute des trucs qui sont nocifs, et de l'autre côté, on enlève des trucs qui étaient bénéfiques. Notre alimentation s'est considérablement dégradée, et c'est un pilier de notre santé. Donc c'est pour ça que un des piliers de mon discours, c'est la réforme alimentaire. C'est dire aux gens, maintenant, il faut arrêter. Votre alimentation ne vous apporte pas les éléments vitaux dont vous avez besoin pour que la vie puisse faire son job à l'intérieur de vous. Parce que c'est pas un aliment qui guérit. Je me répète tout le temps. Ambroise Paré disait, moi je soigne et Dieu guérit. C'est pas la banane qui va te guérir. C'est pas les fruits qui vont te guérir. C'est pas le jus de carotte qui vont te guérir. Le jus de carotte va t'apporter des micronutriments, des éléments, des briques, on va dire, de construction, que la vie en toi va pouvoir utiliser pour rebâtir des tissus sains et des tissus forts. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on apporte le matériel. Et c'est déjà beaucoup. Et on s'arrête là. C'est ça le principe, dit très simplement. Et donc, ça en découle chez moi sur le fait de promouvoir une alimentation qui est peu ou pas transformée, avec des méthodes de cuisson qui n'altèrent pas trop le produit. Bien sûr, à minima biologique, local, le plus frais, le plus local possible. Et pousser sur des sols vivants, parce que ça c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que notre aliment, il ne sera jamais plus riche que le sol qu'il a vu pousser. Donc pousser sur des sols vivants qui vont pouvoir lui apporter ce contenu micronutritionnel qui va nous apporter lui-même. Donc c'est ça, et ça découle donc sur une alimentation qui est très fortement crue, et c'est ce qui a fait un peu ma marque de fabrique. Oui, le crudivorisme en fait. Le crudivorisme, mais je ne suis pas crudivore, en fait, tout ça, c'est dès que tu commences à mettre du isme, c'est une espèce d'enfermement qui est stupide. Enfin, tu vois, ça a pas de sens. Je suis beaucoup plus que mon régime alimentaire. Punaise, c'est pas possible, quoi. Si ma vie, elle se résume à ce que je mange, c'est désespérant. C'est pour ça que quand les gens me disent, je suis végane, ou je suis, mais t'es beaucoup plus que ça, rassure-moi. T'es pas que ton alimentation. Alors, parfois, pour certaines personnes, l'alimentation prend tout le centre de leur vie. Je dis, non, là, pour moi, il y a une dérive. Que ton aliment soit ton médicament, disait Hippocrate, moi je dirais aussi que ton aliment soit juste un moyen
d'aller bien et de faire quelque chose de beau dans ta vie, du domaine du service, de l'épanouissement de ta passion, de l'expression de ton génie, de ton talent dans cette vie. Pour moi, la santé, c'est pas un but, c'est un moyen. Il y a une expression de Georges Hebert, qui était un militaire, qui était entraîneur, qui a fondé toute une méthode de renforcement, qui disait « Soyons forts pour être utiles ». Comment tu fonctionnes? C'est-à-dire, c'est par instinct, tu vas manger ce dont tu as envie, Moi, personnellement, tu vas te priver, tu vas... Voilà. Oui, toi, personnellement. Moi, personnellement, exactement, oui. Oh, j'ai une petite routine alimentaire qui n'a rien de coercitive, mais qui me réussit bien. Généralement, je ne mange pas le matin. Je pratique ce que certains appellent le jeûne intermittent, parce que je me suis rendu compte que ça ne réussissait pas du tout, et que j'avais beaucoup plus d'énergie quand je ne mangeais pas le matin, que j'étais beaucoup plus tonique, que je fonctionnais très bien avec l'estomac vide. Généralement, mon repas le plus important, c'est le soir. Je fais un petit repas à midi, parce que moi, toute la journée, je suis très très actif, et j'ai pas envie de me blinder le bide avec un gros repas que je vais avoir du mal à digérer, qui va me pomper énormément d'énergie pour la digestion. Ça me paraît très logique de me dire, en journée, je suis actif, donc souvent à midi, je vais attraper quelques fruits, un petit bout de légumes, quelques noisettes, quelques amandes, des trucs comme ça. Je les glisse dans la poche et puis je continue mes activités, quoi, tranquille, tranquille. Et le soir, par contre, je me pose, et là, je fais un vrai repas. Je suis pas végétarien. Pour autant, je me gave pas de produits animaux. Il y a des moments où pendant 6 mois, 1 an, je vais pas manger de viande, mange un peu de poisson, principalement cru. Ça, c'est clair. C'est que quand je choisis par moi-même, je mange tout cru, parce que c'est ce qui me réussit le mieux. Après, quand je suis invité quelque part, je mange ce qu'on me donne. Je peux aller au restaurant, tu peux même m'inviter au restaurant si tu veux, tu vois, je mangerai tout ce qu'il y a au restaurant, je boirai un peu de Normalement, vin. ce serait l'inverse. Hein. Ah non, je suis misogyne, donc au moins je peux en profiter, quoi, tu vois, au moins qu'il y a un avantage. Non mais si je veux dire, si on va au restaurant, tu me verras boire du vin, par contre si je bois du vin, je vais prendre du vin bio, si possible sans soufre, enfin tu vois, un produit de qualité, puis je vais pas en boire beaucoup, je vais pas me bourrer la gueule devant toi, ça, il n'y a aucun risque, quoi, tu vois. Et tu es à l'écoute de ton corps, alors? Oui, énormément. Énormément. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est pour ça que je te dis, par exemple, voilà, je déjeune pas le matin, et en même temps, il y a peut-être un matin où en me réveillant, je vais attraper des fruits ou un truc à manger parce que je sens que c'est comme ça. Et ça ne correspond pas obligatoirement à un besoin physiologique, mais simplement un besoin émotionnel ou un besoin tout court. Simplement, j'ai envie, je me laisse tenter. C'est pas grave, tout va bien. C'est marrant parce que quand je faisais des stages, souvent, il y avait toujours des gens qui me disaient, voilà, alors Thierry, combien de temps il faut faire ceci, combien il faut prendre de cela, et ainsi de suite. Et je me suis fait un t-shirt sur lequel il y avait marqué « ça dépend ». Et tu vois, souvent je portais une chemise par-dessus le t-shirt, et quand les gens me posaient la question, j'ouvrais ça, je répondais pas, puis il y avait marqué « ça dépend ». Et donc à la fin, même, tu vois, souvent je mimais le truc, c'est-à-dire que je faisais comme ça, puis il y avait tout le monde qui rigolait. Je dis « ça dépend, qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Combien de temps il faut que tu jeûnes? Mais j'en sais rien. C'est impossible pour moi de savoir ça. Est-ce que ça va me faire du bien de faire une douche froide? Mais j'en sais rien. Fais-la, et puis tu vois comment tu te sens. Fais-la en t'étant renseigné sur le sujet, parce que pour pas te faire du mal, tu vois, mais essaye, quoi. Est-ce que c'est bon pour moi de jeûner? Je sais pas, essaye, puis tu vois. Est-ce que c'est bon pour moi de manger? Essaye. Est-ce que c'est bon pour moi de faire telle pratique? Je sais pas, essaye. On est né dans un modèle éducatif qui est un modèle coercitif, extrêmement coercitif, dans lequel il y a des absolus. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le oui, il y a le non. T'es pro-vax ou t'es anti-vax. J'adore que les gens viennent avec des choix qui sont différents que les miens. Parce qu'en fait, je vais pas du tout discuter leur choix. Par contre, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu as fait le choix que tu as fait. Quelles sont les raisons sur lesquelles tu t'es fondé pour faire ton choix? Parce que ton choix, j'ai compris, c'est l'inverse du mien. Ok, d'accord, pas de souci. Quelles sont? Voilà, explique-moi. Mais je dis pas ça pour le provoquer, je dis au contraire, ça m'intéresse. Je veux savoir quelles sont tes motivations. Et pour toute chose, moi, je suis super ouvert aux discours différents, mais je veux savoir pourquoi. Et d'ailleurs, Hippocrate, toujours, monsieur Hippocrate, disait... en toute chose, cherchez la cause. Et quand vous aurez la cause, cherchez la cause de la cause, 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 jusqu'à arriver à la cause des causes. On n'a peut-être plus le temps de chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Ouais, en même temps, si on ne le fait pas, c'est d'autres qui le font pour nous. Et ils s'arrêtent souvent en chemin, avec des intérêts qui ne sont pas obligatoirement les nôtres. Donc on n'a pas le choix. J'ai un ami très cher qui disait qu'on n'avait pas le choix que d'avoir un minimum de connaissances dans les sujets qui relèvent de nos besoins vitaux. Parce qu'il disait, si tu n'as pas ce minimum de connaissances, en fait, tu vas te laisser balader par des mecs qui vont te dire des trucs qui sont juste totalement faux. Tu n'auras aucun moyen pour évaluer la qualité du discours qui sera tenu. On ne te demande pas d'être spécialiste de tout, c'est impossible. Mais un minimum connaissant dans pas mal de domaines, en tout cas les domaines vitaux, c'est important. On s'est fait avoir par la pensée analytique, qui nous a fait croire que parce qu'on analysait chaque petit point, eh ben on allait comprendre le tout. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et au travers de mon travail, avec, j'espère, humilité, j'essaye d'interpeller les gens pour dire, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? C'est juste ça, mon tort, c'est ça, c'est de dire aux gens, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? On me dit, ouais,
détournement, abus de faiblesse, des choses comme ça. Comment tu vas abuser de la faiblesse de quelqu'un au travers d'un écran? Ou alors, à ce moment-là, tous les publicitaires, par exemple, ont abusé de faiblesse, parce qu'ils disent, oh, abus de faiblesse, parce qu'il dit que les jus de légumes, ça fait du bien. Non, mais tous les publicitaires te disent que ce qu'ils font, ça fait du bien. De toute façon, ça va te rendre plus heureux, que si tu te mets ce déodorant, t'as toutes les meufs qui vont arriver, et ainsi de suite. Alors que toi, tu regardes dans la glace, tu vois que tu ressembles pas au mec dans la vitrine, donc tu sais très bien que si tu te mets le déodorant, il y a personne qui va arriver. Donc, je veux dire, on partage tout ça avec passion. Donc, il n'y a pas d'abus de faiblesse, c'est pas possible. Et pour ça, ma vie est devenue un enfer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire qui m'a toujours fait très très rigoler. Je le cite parce qu'il disait, le mec, avec un jus de carotte, il a fait trembler la matrice. Ben, il y a un petit côté, un peu, une fierté en moi quand même. Je me dis, tu vois, quand je vois 30 gendarmes qui débarquent chez moi pour faire une perquisition, je me dis, putain, mais je suis qui moi? Je suis Al Capone ou quoi? Parce que c'est énorme, quoi. C'est sans proportion. Je suis juste un pauvre petit mec qui fait des vidéos à moitié où je me gratte le nez. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est dans mon petit coin. Les mecs, je sais pas ce qu'ils imaginent, tu vois, ils imaginent un building de la secte avec des valises de billets et tout, mais c'est du délire total, quoi. Tu sais, quand tu parles de valises de billets, effectivement, il y a des articles qui ont sorti qu'en 2019, tu avais réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 million, 1,8 million, 800 000 euros. Et j'en suis très fier. Mais par contre, il y a un truc qu'ils ignorent complètement. C'est pas moi qui ai réalisé un chiffre d'affaires. Mon entreprise. D'accord? Donc déjà, attention, première chose. Après, quiconque connaît les entreprises sait qu'il y a une différence colossale entre chiffre d'affaires et bénéfice. Donc déjà, c'est deux choses. Mais le truc qui emmerde le plus les autorités, je vais te le dire, je ne l'ai jamais dit à personne, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ce qui leur fait penser qu'il y a du louche, c'est que moi, même si l'entreprise, une année durant, juste une année, parce qu'à côté de ça, c'est déficit. Cette année-là, c'est l'année où j'ai lancé pour la première fois les formations en ligne, et ça a explosé. D'accord? Ben, je n'ai pas touché à mon salaire. Je me suis versé aucun dividende, rien du tout. J'ai rien changé. Je me suis toujours versé le même petit salaire. Je n'ai rien touché de ça. Et ça, les mecs, ils ne le comprennent pas. Ils sont persuadés qu'il y a une arnaque quelque part. Et ça les insupporte. Donc oui, mon entreprise a fait un bénéfice. Putain, il faudrait avoir honte maintenant. Sérieux, quoi. Le mec, il arrive à faire du bénéfice. Moi, j'aurais été très fier de le faire des années durant. Pour œuvrer dans le sens de la santé, développer des meilleures vidéos et tout. Putain, mais c'est quoi ce pays où on devrait avoir honte d'avoir une entreprise qui emploie du monde? Il y avait plusieurs salariés, oui, et qui... Putain, mais... Franchement, c'est la classe, quoi, moi, je crois. Il y a tellement de gens qui gagnent de l'argent, qui produisent de la valeur en détruisant ce monde et en détruisant l'humanité et la création. Putain, pour une fois, on fait du bien aux gens. Moi, j'en suis très, très fier et j'aurais bien voulu continuer comme ça, sauf que c'était se leurrer. Parce que le système ne tolère pas qu'on ait ce genre de réussite. Et effectivement, le broyage s'est fait d'abord et avant tout au niveau de l'économie. L'entreprise, là, actuellement, elle est au bord de la liquidation parce qu'elle s'est fait saisir les comptes, tout saisir, plus aucune activité économique. Puis, attends, pareil, hein, tu vois, 1,8 million de chiffre d'affaires. Non, mais on rentre dans les chiffres parce que les gens en discutent. 1,8 million de chiffre d'affaires, ça veut dire à peu près 600 000 euros de bénéfices pour l'entreprise. Hein. Là-dessus, tu as 34 ou 35% d'impôts. Tu as la TVA que tu dois payer là-dessus. Hein. Donc, l'État en a pris la moitié. Donc, ça veut dire que moi, en étant chef d'entreprise, par mon activité, sans moi me rémunérer sur le bénéfice que j'avais réalisé, j'ai filé 300 000 balles à la collectivité. Et pour ça, on me crache dessus. J'ai payé vos soins de santé, j'ai payé les chirurgiens qui m'insultent, j'ai payé les gens de la Miviludes qui sont des fonctionnaires de l'État. C'est moi qui les ai payés par mon activité, comme tous les entrepreneurs qui ont des entreprises. Donc, il faut arrêter de se moquer du monde. Alors qu'on fait une vraie démarche de journaliste, c'est de dire, voilà, son entreprise a réalisé un bénéfice, tant de temps, pour autant, son salaire n'a pas varié, pour autant, il ne s'est pas versé de dividendes. Oh là là, c'est assez extraordinaire. Toute l'activité a été réinvestie dans l'activité de l'entreprise, dans la promotion de la santé et ainsi de suite. Et attention, une entreprise qui fait un tel chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'elle fait ce bénéfice. Et puis, il y a eu tant d'impôts qui ont été payés. Voilà, là, tu rends compte de la réalité, vraiment. Et il n'y a pas d'intentionnalité. Alors que là, quand tu balances ça comme ça... Pour toi, c'est du détournement d'informations? Ah oui, mais bien sûr que c'est du détournement. Ben, c'est du procès à charge. Hein. Tu sais, tout ça, c'est vraiment des sujets importants parce que ça touche quand même à la vie des gens. Et pour moi, c'est inacceptable, dans un pays comme le nôtre, hein, que la pluralité des opinions ne puisse pas s'exprimer. C'est inacceptable. On se targue de démocratie, les mecs, laïcité, démocratie, tout ce que tu veux, mais en fait, c'est l'exact contraire que l'on vit. La parole est bridée, il y a une espèce de pensée monotypique qui est promue. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, assieds-toi dessus. Égalité, laisse tomber. Quand tu vois comment moi je suis traité, je ne suis pas traité de manière égale. Je ne suis pas quelqu'un qui est condamné par la justice. Il y a une enquête préalable qui est ouverte sur moi, lancée par une association qui est financée par des intérêts très louches. Et fraternité,
Tu te sens pas soutenu? Non, peu, il y a... Mais après, j'en veux pas aux gens, mais ça fait peur. Non, il y a peu de gens qui me soutiennent, il y a peu de gens qui se mouillent en disant, voilà, moi... Tu as perdu des amis? Ah oui, bien sûr que j'ai perdu des amis. Oui, oui, bien sûr, énormément. Énormément, parce qu'ils ont peur, Ils ont juste peur. Mais je crois pas à la pédagogie par la peur, tu vois. Moi, je suis un enseignant, j'ai beaucoup étudié les travaux de personnes comme Maria Montessori, ou gens comme ça. Je crois à la pédagogie par la pédagogie positive, la pédagogie par l'enthousiasme, par la joie, par le bien-être, par l'inspiration. Alors actuellement, l'État français tient par la peur. Notre société tient par la peur. On a peur des gendarmes, on a peur des médecins, on a peur de tout, on a peur des représailles, on a peur... Ça craint vraiment. Parce que le jour où l'objet qui exerce la peur saute, l'état de société de notre pays, j'ai beaucoup de doutes. Et c'est pour ça que moi, j'œuvre à créer un lien, une relation qui soit basée sur la confiance, l'entraide, la coopération, et non pas sur la peur et la rétorsion et la coercition. Et je pense que s'il doit y avoir un monde demain, parce que je pense vraiment qu'on est à la fin d'un monde, au sens modèle de société, un modèle de développement, le monde de demain sera un monde d'autonomie, de coopération, de respect des lois naturelles, parce que de toute façon, quand on ne les respecte pas, on se mange le mur, de respect des principes du vivant, et ça sera chouette, quoi. Ça sera chouette. Donc c'est pour ça que la crise actuelle, pour moi, crise, ça vient de crisis, c'est du latin qui veut dire choix, hein, donc c'est bien. Et en plus, on m'a dit même que ça venait de la racine sanscrite, donc on est une langue indo-européenne, qui veut dire du cri, krikari, qui veut dire purification. Donc la crise, c'est le moment de la purification par le choix. C'est cool, pouvoir poser des choix. Encore faut-il que les gens puissent exprimer des choix. Et heureusement, voilà, c'est le petit moment où heureusement qu'il y a des médias comme vous, tu vois, qui osent venir, qui enregistrent, qui... Voilà, on verra après ce que vous allez en faire. Hein. Peut-être que je vais déchanter, mais je ne crois pas. Mais voilà, qui osent laisser des voix plurielles s'exprimer. Quel risque on prend? Tu vois, souvent on dit, ouais, celui-là, il est comme ça, il ne faut pas le laisser parler. Mais je dis au contraire, laissez-le parler. Si ce qu'il dit est une profonde connerie, mais au contraire, exprimez-le au grand jour de manière à ce que tout le monde voit à quel point ça n'a pas de sens. L'empêcher de parler, le censurer, c'est l'inverse d'une démarche démocratique. Laissez-le parler, et il se disqualifiera de lui-même. Ou alors, il vous disqualifiera à vous. C'est peut-être ça le problème. Donc c'est juste un enjeu de pouvoir. Si je te dis Guy Tenenbaum, j'espère que je prononce bien son nom, le samouraï. Oui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Guy, qui a créé toute une chaîne autour de sa lutte, ou en tout cas de son chemin de santé partant d'un diagnostic de cancer. Stade 4. Stade 4, qui est plutôt une réussite. Il a vraiment la passion, parce que lui aussi a découvert quelque chose en matière de traitement du cancer, et il a le feu, Guy, et il a la rage. Et vraiment, il est en train de bouger l'institution. Il fait quelque chose. D'ailleurs, même moi, j'y croyais pas. Au début, Guy m'a dit, ouais, je vais aller voir des grands professeurs et tout. J'ai dit, non, mais laisse tomber, Guy, laisse tomber. Ça sert à rien, ils t'écouteront pas. Bah, tu vois, il m'a pas écouté. Et heureusement. Et petit à petit, avec beaucoup de ténacité, Guy est en train de ronger doucement. Il est de plus en plus écouté, il est de plus en plus entendu, même par les autorités et choses comme ça. Et il est en train de faire des sacrés résultats. Est-ce que c'est un vrai samouraï? Ouais. C'est un fou. Oui, c'est un vrai samouraï. Non, il peut le dire. C'est un survivant de son cancer? Oui, bien sûr, c'est un survivant. Puis il a la fougue des samouraïs, il a la classe des samouraïs, oui. Mais il y en a pas mal comme lui, il y a des gens qui ouvrent des chaînes YouTube et qui pour témoigner et tout, et c'est magnifique. C'est magnifique, et d'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'un maximum de gens témoignent. Pour ça, moi souvent je dis, mais allez-y, vous qui n'êtes pas encore affublés de tous les qualificatifs nauséabonds qu'on a pu m'affubler, allez-y, témoignez, parlez. Alors tu sais que la quenelle d'or quand même ne va pas arranger les choses, hein. Enfin, même si tu l'as reçue en juin 2020, mais... Juin 2020 Non, 2019. Non, 2020. Ah oui, 2020. Ah oui, c'est vrai. 2020. C'est la quenelle d'or de la subversion catégorie lanceur d'alerte. Oui, bon, si on peut ça n'arrangera pas les choses. Hein. Si on peut pas un peu rigoler dans ce monde, enfin, je veux dire, tout est tellement pris au sérieux, c'est d'un ridicule. Je trouve ça tellement ridicule. Je trouve notre société tellement ridicule. Je trouve les mines, tu sais, les mines contrites tellement ridicules. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de personnes qui souffrent. Et il me semble qu'à mon niveau, j'ai touché du doigt des clés qui ne sont pas les miennes, qui permettent à énormément de personnes de beaucoup moins souffrir et de s'épanouir beaucoup plus dans leur vie. Et toute ma vie durant, tant qu'on me prêtera vie, je serai là à ouvrir ma gueule.
Et on pourra me taper dessus autant qu'on veut. Là, globalement, j'en suis arrivé à un stade où on m'a pris tout ce qui avait de la valeur pour moi. Donc en même temps, c'est très dangereux pour le système parce que j'ai strictement plus rien à perdre. Ça veut dire que tu iras jusqu'où? Je continuerai à parler. Je continuerai à parler, à promouvoir la santé, et ainsi de suite. Voilà. Et à la limite, je dirais que c'est plus dans l'interaction avec mes proches que je serai à l'écoute qu'à l'interaction avec le système. Donc franchement, ils peuvent se faire plaisir avec les articles de journaux, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Si c'était à refaire, tu referais tout pareil? De la même manière? De toute façon, je ne peux pas changer qui je suis. Hein. Je suis qui je suis. C'est peut-être le moment de faire son mea culpa, s'il y a mea culpa à faire? Non, je dirais que j'ai été naïf par certaines fois, tu vois, un peu trop spontané. Je n'ai pas mesuré à quel point mes propos pouvaient être détournés, caricaturés, et ainsi de suite. Et en même temps, je ne sais pas si j'aurais pu faire attention à mon discours, parce que je suis tellement spontané, je te dirais, voilà, il y a des trucs, j'aurais préféré ne pas les dire, parce que après ça a été tellement tourné, retourné, que finalement je me retrouve à être affublé de certains qualificatifs. Et après, je me dis, et après. C'est que des noms, hein. C'est juste que des noms. Ça ne définit pas qui je suis, mais j'y adhère pas. Ça va. Moi, en tant que... Voilà, je continue à briller dans les yeux de ma compagne, dans les yeux de mes parents, dans les yeux de mes enfants, dans les yeux de mes amis proches, le reste. On ne peut pas être aimé par tout le monde, donc ça ne me dérange pas. Puis à la limite, ne pas être aimé par des journalistes parisiens de Libération, c'est le cadet des soucis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thierry, pour la suite? Non, moi j'aurais plutôt des souhaits pour cette société, effectivement, qu'on puisse aller vers quelque chose qui est beaucoup plus éthique. J'entends le vivant, j'entends toute la création, j'entends tout ce monde qui crie, vraiment qui crie sa souffrance en permanence. Tout n'est qu'exploitation. Tu sais, on te parle des enfants esclaves en Chine ou des choses comme ça, mais en fait, l'esclavagisme, il est partout. Le statut des travailleurs dans notre société, enfin, je veux dire, s'il y a eu des gilets jaunes, s'il y a eu des mecs qui se caillaient les miches sur des ronds-points, c'est pas pour rien. Parce que bon, c'est pas le même niveau d'esclavagisme, mais c'est de l'esclavagisme. La violence de notre société par rapport à tout ce qui est du domaine du vivant, et même du non-vivant, du minéral et tout, l'exploitation systématique de toutes les ressources humaines, ressources minérales, ressources animales, Mais c'est une monstruosité sans nom. C'est ça qui doit terminer, c'est vraiment ça qui doit terminer. Donc ce que je souhaite, c'est voir l'effondrement de ce système pourri, oui. Ah ouais, ça ouais. Pour être sur ma montagne et voir alors l'effondrement, mais tu vois, je rêve pas d'une guerre du zombie à la Walking Dead, pas du tout, ouais, au contraire. Plutôt des gens qui font sécession, quoi, tu vois. Ce que je dis, moi, souvent, mon discours, c'est ne vous battez pas contre le système. Laissez-le crever, démissionnez, désertez, barrez-vous, construisez votre autonomie. Notre dépendance signe notre niveau d'allégeance d'une certaine manière. Coupez ces dépendances, et vous êtes tranquille, quoi. Donc oui, c'est ça mon souhait. Mon souhait, c'est ça. Et puis, accessoirement, ça fera que moi, je suis un peu moins emmerdé, que je pourrais vivre un peu plus peinard et beaucoup plus profiter de ma compagne, de mes enfants, de mon cadre de vie, de mes arbres, de mes poules, de mes 2 chiennes adorables, de tous les petits animaux, des petits hérissons, des nuages qui passent. Et voilà, être un peu moins sous pression quand même, ça sera agréable. Hein. Mais ça viendra. Mais après, c'est intéressant aussi, tu vois, d'arriver à trouver le calme au milieu de tout ça, quoi, tu vois. Ça fait un chemin de vie qui est très intéressant aussi, tu vois. Moi, je trouve ça sympa. Mais c'est bien quand la tempête aussi oui, se calme. Non, mais aucun problème. Aucun problème, non, un peu de mer calme, c'est très très bien. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite alors, Merci Thierry. Merci. Merci pour cet échange. Merci infiniment. Merci à toi.